Mon père a toujours fonctionné à la confiance. Il nous a laissé cet espace-là aussi pour qu'on prenne les responsabilités, qu'on se plante un peu. Puis quand mon père a pris sa retraite, ben, c'était comme j'avais fait assez d'expérience, puis j'en ai bâti après aussi. On s'est jamais mis de pression d'abord. Pour moi, c'est important de répondre aux besoins de l'organisation. Je pense qu'avec ce regard-là, ça nous a permis de faire une transition qui a été gagnante. Geneviève Tardy, tu es la présidente de SM Tardy, une entreprise familiale qui célèbre ses 45 ans dans le secteur de la construction et de l'ingénierie. Sous ta direction depuis 2018, l'entreprise basée à Québec a connu une croissance impressionnante, atteignant un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars et employant plus de 250 personnes. SM Tardy offre une vaste gamme de services et s'est notamment distingué dans le domaine de l'électrification des transports. La construction récente d'une nouvelle usine après la période de la COVID-19 témoigne de votre dynamisme et de votre envie de croître. Geneviève, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça fait plaisir. Geneviève, peut-être tu peux prendre juste quelques instants pour bien expliquer à notre audience qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour essayer de donner un petit peu plus de vision aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Groupe SM Tardy, dans le fond, on est un groupe d'entreprises attaché à l'industrie de la construction. Tu l'as nommé d'entrée de jeu, 45 ans, entreprise familiale fondée par mon père. On se trouve à être dans des secteurs manufacturiers comme construction générale. Fait qu'on va faire l'entrepreneur général normal dans des bâtiments commerciaux. On va être également, avec notre usine qu'on vient de construire, on va être également spécialisé dans tout ce qui est modulaire. Puis, on va du côté de Pagny, on va faire être un petit peu plus spécialisé à travers des travaux en plomberie, en électricité et en tout ce qui est télécom, câblage structuré et fibre optique. Puis, on a aussi une usine de fabrication d'acier. Fait que 3 services qui sont, comme je dis, attachés à l'industrie de la construction, mais ça fait qu'on a plus ou moins 7 lignes d'affaires. Dans le fond, on s'est bâti un petit peu par acquisition organique aussi, parce que mon père, il a parti des entreprises là-dedans, toujours né des besoins de nos industries qui étaient comme attachés à l'industrie du pétrole dans les années 80 puis qui se sont diversifiés à travers les années. Intéressant. Et bon, toi, je pense que tu es rentré dans l'entreprise en 2004, si je ne me trompe pas, c'est ça? J'ai fait, après l'université, en fait, on avait un bureau à Laval. Là. Maintenant, notre siège social a toujours été à Québec, mais on a un bureau satellite un petit peu plus dans le coin de Laval. Fait qu'à la fin de l'université, effectivement, après ça, j'ai 3 enfants, me fait avoir 18 ans bientôt. Là, fait que, tu sais, j'ai fini l'uni, puis après ça, j'ai eu des enfants pas tard. Fait que j'ai travaillé de façon sporadique au début. C'est important pour moi d'avoir un équilibre entre famille et travail. Puis, fait que j'ai travaillé de façon... et après ça, quand c'est familial, ça fait toujours ça un peu. On est 2 filles chez nous, mais j'ai souvent dit qu'on était 3 parce que l'entreprise familiale, ça prend de la place dans une vie de famille de la bonne façon. Mais fait que j'ai fait mes choix en ce sens-là. Fait que depuis 2004 là, que je suis active dans l'entreprise à travers divers postes du chargé de projet à avancer avec le temps à travers les défis qui se sont présentés pour l'entreprise aussi. Là. Donc, il y a eu 14 ans entre le moment que tu rentres dans l'organisation et le moment que tu deviens présidente. Bien entendu, comme tu l'as mentionné, il y a eu sûrement des congés de maternité qui se sont déroulés à travers tout ça, comme tu nous disais. Et parlons un petit peu de l'évolution de ton rôle à travers le temps. On a reçu énormément de repreneurs, Geneviève, sur le podcast, souvent qui nous parlent un petit peu de cette évolution-là. On rentre dans un rôle, on grandit, on gravit les échelons. Pour certains d'entre eux, des fois, c'est clair, c'est dit dès le départ. L'objectif, c'est de vous préparer à ultimement prendre la relève de l'organisation. D'autres, ça se découvre à travers le temps. Comment que ça s'est mis en place de ton côté? Ben, c'est sûr que du fait que ce soit familial, il y a comme... J'ai le goût de te dire une pression, puis c'est pas une pression, puis mon père, il l'aura jamais traduit comme ça, mais après ça, il y a comme une voix naturelle un peu, tu sais, puis que les autres voient, que toi aussi tu vois, parce que ça peut être une opportunité à saisir aussi. Puis après ça, il y a plein d'histoires à travers le reprenariat. La nôtre, elle a été douce. Après ça, l'entreprise était en croissance en même temps qu'on prenait de la place aussi dans l'entreprise. Fait que puis mon père a toujours fonctionné. C'est pas un président, c'était pas un président typique, c'est un entrepreneur très dans l'ordre. Puis mon père a toujours fonctionné à la confiance. Puis il y avait des besoins dans l'entreprise. Ben il y avait ma sœur entre autres aussi qui était aux ressources humaines. Fait que on a pris des morceaux à travers le temps. Puis cet espace-là, il nous a laissé cet espace-là aussi pour qu'on prenne les responsabilités, qu'on se plante un peu, qu'on réussisse, qu'on se plante à certains égards, qu'on apprenne. Puis ça s'est bâti à travers le temps. Puis quand mon père a pris sa retraite, ben c'était comme
j'avais fait assez d'expérience, puis pour lui. Puis Ouais. après ça, j'en ai bâti après aussi, parce que c'est pas vrai qu'il y a pas de... Après ça, il y a pas de présidente typique, je pense. Puis il y a pas de... On apprend, tu sais, on apprend tout le long. Mhm. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait un peu naturellement. Ouais. C'est un peu quétaine, là, en fait, là, mais un peu naturellement. Puis je pense que de part et d'autre aussi, autant de mon père que moi, par exemple, ben, on s'est jamais mis de pression d'un bord puis de l'autre. Fait que si j'avais Ouais. pas aimé ça, pas été compétente, peut-être pas avoir eu toutes les ressources pour y arriver, ben, c'était important qu'on réponde à un besoin. Pour moi, c'est important de répondre aux besoins de l'organisation. Fait que je pense qu'avec ce regard-là, ça nous a permis d'être en toute humilité, de faire une transition qui a été gagnante, là, mais dans laquelle j'apprends toujours. Là. Ouais, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix en tant que gestionnaire, dirigeant, entrepreneur d'apprendre à tous les jours. Est-ce que tu sentais, quand ton père était en charge de l'organisation, qu'il fallait que tu gagnes sa confiance ou la confiance était peut-être déjà gagnée, mais assure-toi de bien faire ton travail? Il y a tout le temps un petit peu de ces deux volets-là qui peuvent s'installer. Comment ça s'est déroulé de votre côté? Effectivement, qu'il y a les deux. Puis après ça, on est souvent nos meilleurs. On est notre pire ennemi. Là, tu sais, je suis Ouais. probablement un pire ennemi. Fait que la pression, on n'a pas besoin de venir des autres. Souvent, on a ce désir-là aussi d'exceller ou On veut de pas décevoir. réussir. Là. Exact. Mais je te dirais que puis, si je ferais le lien avec mon père puis la culture d'entreprise, parce que veut pas, c'est une source. Mon père va être une source importante dans cette culture-là. Puis tout ce climat-là de confiance puis de l'attitude, c'est comme naturel. Tu sais, fait que c'était pas difficile de prendre de la place. Puis après ça, ben, c'est juste l'idée, c'est de pas s'étouffer avec non plus avec notre gâteau des fois. Là, tu sais, fait que de prendre Ouais. des responsabilités, s'assurer de se développer un certain succès là-dedans, puis après ça, de continuer à évoluer. Mais ça a été c'est un peu... Ça a été pas facile, mais ça a été... ça a été pas... ça a été, je pense, naturel pour mon père aussi. Puis le contexte a changé. Tu sais, on l'a vu, COVID, ça a changé beaucoup, mais même avant ça, tu sais, Ben oui. le marché du travail est en évolution, le contexte économique, il y a plein d'éléments qui, je pense, qu'ils se sentaient aussi dans une certaine transformation. Puis j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, tu le sais que tu vas penser, je vais passer le flambeau moi aussi, là, tu sais, à terme. Fait que, tu sais, je pense que tu sens une certaine... t'es prêt, un de ces quatre, je pense, à le faire. Il a rendu ça simple pour vous. Ouais, je pense que oui. Puis après ça, mon père, c'était un modèle d'entrepreneur aussi où, tu sais, il contrôlait l'ensemble des organisations. Là. Fait que là, tu sais, de la planification, tout ça. Fait que là, quand des fois, il y a plus de monde. Puis là, tu sais, comme je dis, on était en croissance en même temps que cette relève-là se préparait. Fait que là, ça donne un moment donné, tu sens qu'il faut que... Je pense que ça a dit qu'il c'était prêt pour une autre génération, plus ou moins. Là. Que ce serait une façon différente de gérer. Lui a senti que vous étiez prête. Toi, à quel moment tu as senti que tu étais peut-être prête? Est-ce que c'est quand il est venu t'en parler ou m'amener, tu le savais? Ben, j'ai le goût de te taquiner en disant que je ne le sais pas encore, mais après ça, je te l'ai dit, c'est un poste qui évolue. Puis après ça, de par tout le contexte, de par l'environnement interne comme externe, ça change de façon... C'est en perpétuelle évolution. Fait que... je pense que je pense qu'on était rendu là, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait une passation qui se fasse aussi. Puis après ça, tout autour d'une relève ou d'un reprenariat, ça crée, même si, tu sais, là, nous autres, c'est interdit pour interdit, là, tu sais, ça change quand même des choses. Tu sais, il y avait une plus vieille garde, des fois, qui va être associée. Tu sais, moi, il y a plein de monde qui m'ont dit, travaille pour ton père, tu sais, ce qu'ils voient, c'est l'individu aussi, plus que des fois l'entreprise. Fait qu'il y avait quand même... des questions. On sentait qu'il y avait quand même du questionnement par rapport à que ce soit au niveau de parties prenantes, finances ou quoi que ce soit. Là, comment ce reprenariat allait se passer et se faire. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si on enlevait le band-aid. Là, on a dit, ça va être là, on le fait, puis ça va se faire de cette façon. On le fait. Ouais. Puis peut-être juste pour terminer un petit peu cette parenthèse-là de reprenariat, un petit peu de passation, est-ce que toi, ça a toujours été clair pour toi? Est-ce que tu savais qu'à terme, tu te voyais avec l'entreprise? Parce que tu es quand même là depuis 2004. J'imagine qu'à un moment donné, on a des envies de peut-être toucher à plein de choses. Finalement, ça s'est déroulé dans l'organisation. Ça a l'air de bien se dérouler même. Mais comment ont été tes réflexions? Plutôt, comment ont-elles évolué à travers le temps? Depuis le départ, là, moi, j'ai étudié en construction à partir du cégep. J'ai fait une technique en estimation et évaluation en bâtiment. Mais puis en même temps, autant que mon père, mes parents n'ont jamais mis de pression par rapport à ça. C'était comme une opportunité pour moi. C'est quand on vit dans une business familiale, je te l'ai dit tantôt, à 12 ans, je classais des factures en ordre alphabétique. T'es tout le temps autour de ça. Ma mère travaillait dans l'entreprise également. Fait que quand je finis, après ça, à 16 ans, il faut que tu choisisses qu'est-ce que ton métier que tu vas faire pour les 40 prochaines années, théoriquement. Là. Fait que là, c'était comme,
vais essayer ça. Tu sais, c'est une opportunité. Puis après ça, j'ai aimé le milieu. Là, c'est un milieu un peu plus où ça prend une bonne énergie. Là, c'est un milieu qui va quand même assez rapide. Un milieu, des fois, plutôt masculin. La construction avec ses avantages et ses désavantages. Fait que j'ai évolué là-dedans par opportunité jusqu'au bout, en le fond. Fait que, tu sais, même après ça, j'ai fait le cégep, j'ai fait l'Uni. Après ça, j'ai travaillé là-dedans. Ça a été favorable pour moi. Je pense que mon tempérament fitait bien avec l'industrie aussi, ce que ça commandait. Puis j'ai comme toujours, ce qui est important pour moi, c'est comme de contribuer à... Après ça, c'est un cadeau, tu sais, de pouvoir avoir évolué dans une entreprise comme celle-là, puis offrir cette opportunité-là aussi à d'autres gens, parce qu'en maintenant, l'entreprise active, pérenne, avec un bon niveau de croissance ou autre, bien, c'est de l'opportunité à des gens autour, à nos collaborateurs, à nos employés. Ouais. On offre d'avancer aussi là-dedans. Fait que, après ça, je sais pas quand j'aurais fait. Je me suis déjà posé la question, j'aurais fait quoi d'autre? Tu sais, on dirait que ça s'est pas tant posé que, après ça, j'ai du plaisir dans ce que je fais. J'ai pas toujours des fois, j'ai l'impression de travailler, mais majoritairement non. Ça fit avec ma raison d'être, puis je crois en celle de mon entreprise aussi. Fait que tant que c'est là, on dirait que c'est comme énergisant. Puis c'est naturel. Intéressant. Mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait d'autre. Ben, tu vois, et c'est souvent dans un contexte comme ça de se dire, si tu vois pas ton travail comme un travail, ben finalement, je pense que tu es au bon endroit. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de trouver quelque chose d'autre. Ça a l'air de bien... Bon à malin. Ouais. Exactement. De bien s'intégrer pour toi. Puis, parle-moi d'un point qui peut être vraiment intéressant parce que, comme j'ai mentionné, tu reprends la direction de l'organisation en 2018. Souvent, on peut continuer un plan stratégique, une vision, des objectifs qui avaient peut-être été établis depuis 3, 4, 5 ans. Des fois, on peut arriver d'un autre côté puis refaire un diagnostic de l'organisation et s'apercevoir qu'il y a certaines choses en ce moment qui ne fonctionnent pas. La direction de l'organisation n'est peut-être pas la bonne. Il faut changer un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Comment ça s'est mis en place de ton côté? Est-ce que c'était une vision que tu as continué à intégrer? Est-ce que tu as changé un petit peu où est-ce que l'entreprise s'en allait? On est resté dans la continuité de... Puis là, tu sais, la vision de mon père, on la connaissait, mais c'est pas... après ça, on n'était pas dans un modèle d'entreprise où, tu sais, planification stratégique, mettons, les pas de base, des fois, n'étaient peut-être pas nécessairement maîtrisés côté gestion, direction ou autre. Fait que ça commence... On est dans la continuité de ce que mon père aurait fait. Après ça, on le fait différemment. J'ai une équipe de direction qui est plus volumineuse, qui est hyper talentueuse, sur laquelle je m'appuie beaucoup. Après ça, on s'est doté de mécaniques de planification stratégique, mieux se connaître, définir notre vision à plus long terme et tout ça. Fait qu'à travers ces éléments-là plus techniques, mettons, puis là, des fois, c'est là que je pense que j'aurais perdu mon père un peu sur ces éléments-là. Bien, on est quand même dans la continuité de ce qu'il a fait. Après ça, on est juste mieux organisé pour le faire. On a fait des choix un peu plus déchirants aussi. Certains marchés, on a un petit peu enlevé d'émotivité, des fois des marchés auxquels on était resté attachés ou après ça, bon, des fois, les rentabilités étaient moins là ou quoi que ce soit. Mais après ça, on a continué dans nos planifications et dans notre vision. On est dans le même mode que mon père était sur saisir des opportunités. Le modulaire, on va peut-être en reparler. Ça en était une. Tout ce qu'on a fait dans la transition énergétique, on avait un projet super intéressant au niveau de l'électrification des transports dans les autobus aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, on est resté dans cette vibe-là de grandir par une opportunité. Je pense que c'est juste organisé un petit peu différemment autour de comment on allait le faire, avec quelle équipe, quels gens, tout ça. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadienne avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs
subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10 % de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Geneviève, tu parles beaucoup de culture qui, à t'écouter, semble peut-être venir d'une certaine vision que ton père avait. Peux-tu nous décortiquer un petit peu cette culture-là? Comment ça s'intègre chez vous, puis comment ça se met en place? En fait, je reviens à l'idée de la culture qui revient à l'identité de notre entreprise. Hein. Je pense qu'il est une forme d'identité aussi, puis tout ça, puis qui est née de comment mon père comment tout ça s'est bâti à travers les 45 dernières années. Fait que malgré les défis, malgré le contexte qui est différent dans lequel on évolue aujourd'hui, pour moi, on prend notre source quand même là. Fait qu'on, puis tu sais, mon père, c'est un gars très... après ça, on a l'amour du travail de ce qu'on fait. Après ça, on est une entreprise, comme je te dis, qui est composée d'humains. Fait que toute cette proximité-là avec l'humain, cette façon-là de faire confiance, d'encourager les talents aussi, de partir de profils de gens, de plein d'académies différentes, de formations différentes, puis de les faire croître avec nous autres aussi, puis tout ça. Fait que je pense que tout ça, ça fait partie d'une forme d'héritage, là, tu sais. C'est un peu... je pense qu'à l'aube de nos 45 ans aussi, c'est un langage qu'on tourne beaucoup autour du passé, parce que je pense qu'il faut piger là pour établir le futur. Mais fait que c'est ce qui nous rend, je pense, fort aussi. Puis pour moi, c'est une fierté de pouvoir continuer ça aussi. Puis c'est ce qui nous rend aussi attractifs dans un contexte où on parlait de croissance organique, de comment on attire, pourquoi les gens restent. Il y a tout ça en arrière de tout ça qui favorise, dans le fond, aussi le recrutement, puis la rétention des gens, puis la croissance des gens à travers notre entreprise. Tu parlais, tu sais, tantôt, on est dans la croissance, c'est un groupe, effectivement, puis ton podcast, c'est Hypercroissance. Puis pour moi, il y a double sens. Tu sais, souvent, on l'attache beaucoup à la croissance, nombre de ventes, nombre d'employés, puis après ça, on croit aussi de l'intérieur. On croit parce qu'on est meilleur, on vise plus d'excellence, une meilleure qualité, meilleur service à la clientèle. Nos gens grandissent avec nous autres aussi. Fait que tout ça, pour moi, ça fait partie des facteurs qui s'attachent autour. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a un contexte favorable aussi pour croître de façon plus organique que peut-être par acquisition. Et parlons-en peut-être un petit peu de l'acquisition, parce que les deux vont bien ensemble, ça devient quasiment une multiplication. Si on est capable de grandir de manière organique sans nécessairement avoir à faire d'acquisition, c'est bien. Et si en plus, on est capable d'intégrer un petit peu cette structure de commercialisation-là via l'achat d'autres organisations, via certaines fusions qui se mettent en place, là, c'est là vraiment qu'on peut trouver peut-être un air d'aller et atteindre cette fameuse hypercroissance. Peux-tu nous dire un petit peu d'où est-ce que ça provient? Quand vous est venue l'idée de commencer à regarder un petit peu autour de vous, de faire des acquisitions, parle-nous de la genèse de tout ça. Après ça, il y en a eu dans les débuts mon père, il en a fait dans les débuts des années 90, puis après ça, par le temps qui a avancé, je pense qu'on a fonctionné des deux côtés. Après ça, on n'en a pas fait tant que ça. On n'est pas d'une entreprise qui s'est bâtie beaucoup de par ses acquisitions. On s'est bâti plus majoritairement de façon, comme je te dis, par nous-mêmes, entre guillemets, Ouais. puis dans des lignes d'affaires différentes. Mais ça nous est arrivé, après ça, dépendamment des opportunités qui se présentaient, dans des marchés aussi où des fois, on avait un ensemble de services, mais pas tous. Je pense à une entreprise qu'on a acquis dans le début des années 2010, dans le coin de Montréal, entre autres, où c'est un service complémentaire qu'on n'avait pas. Mais on reste dans des clients connus, des métiers connus, des éléments, des régions qui nous sont propres aussi. Puis après ça, on a
fonctionner par opportunité. Après ça, il y a des défis attachés à ça quand même qui sont réels là, au niveau. On parlait de culture tantôt aussi. Il faut s'assurer que de façon au-delà des chiffres, au-delà Ouais. du service offert, qu'on s'entende que les deux, le mariage va se faire de façon intelligente aussi. Et quand vous avez acquis des entreprises, est-ce que c'était continuellement pour augmenter vos lignes de service? Donc, tu parlais de 7 lignes de service. Est-ce que c'est ça que vous avez On en fait? a déjà 7, effectivement. Ben, c'est plus pour ça, oui. C'était dans ce sens-là de consolider des positions dans des marchés déjà existants. Puis surtout du côté, puis là, tu sais, nous, je te l'ai nommé tantôt quand on parlait des services, on est quand même né des hydrocarbures. Oui. Tu sais, SM en 79, on faisait beaucoup d'installations pétrolières. On comprendra que les hydrocarbures n'ont pas la meilleure presse aujourd'hui. Fait qu'il y a quand même eu un besoin de. Après ça, c'est un marché qui est un peu saturé aussi. Fait que les joueurs sont peu nombreux. C'est un marché très spécialisé. Fait qu'on est allé un peu écrémé dans ces marchés-là. Puis aussi, après ça, on s'est diversifié. Mais ça a été moins par acquisition. Après ça, quand on a parlé d'électrification des transports ou dans d'autres autres formes d'énergie, puis on est allé de façon par nous-mêmes, plus ou moins. Et dis-moi, est-ce que quand vous faites ces acquisitions-là, il y a une, entre parenthèses, checklist à suivre? Tu parles de culture. Ça m'a l'air d'être quelque chose de très, très fort pour vous. Donc, bien entendu, il y a tout le volet stratégique. Vous êtes dans un marché précis, vous sentez que vos mêmes clients ont d'autres types de besoins, on veut intégrer une nouvelle ligne de service. Exact. Il y a le volet stratégique qu'on peut clairement comprendre. C'est une stratégie qui est souvent employée dans du service. Qu'en est-il peut-être un petit peu des incontournables pour vous, des choses qui doivent absolument être cochées pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise acquisition? J'aurais le goût de te parler de fit, là, au-delà des chiffres, je te l'ai dit tantôt, j'aurais le goût de te parler de fit culturel puis au niveau des humains à la base. Comment ça se traduit? De l'intuition, je sais pas. Je sais pas, ça serait dur. Puis comme je t'ai dit, on n'a pas fait non plus des tonnes non plus. Fait que puis si je me fie à l'expérience qu'on en a, qui est relative, ça serait une des formes de sentir que c'est ça aussi. Après ça, il y a sûrement des formules plus mathématiques à ce que je te nomme là. Mais le fit culturel. Et qu'en est-il de la dynamique géographique? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez également de votre côté, de se dire on est à un endroit, on va être à un autre endroit? Est-ce que ça rentre dans l'équation un petit peu des acquisitions pour une expansion géographique? Ça l'a été par le passé parce qu'après ça, dépendamment des clients que tu peux avoir, ils vont avoir des exigences régionales. Plus ou moins, par exemple, travailler dans la région de Montréal avec certains clients, ça prend un pied à terre dans cette division-là. Fait qu'on l'a fait pour ces raisons-là parfois. Après ça reste une contrainte, là, malgré les outils, malgré on parlait d'informatique tantôt, malgré l'accessibilité qu'on peut en avoir aujourd'hui d'avoir des équipes qui sont réparties, ça reste un défi. Puis nos équipes travaillent déjà dans le Nord, ailleurs et tout ça. Fait que je te dirais que ça peut être un objectif de couvrir plus large géographiquement. Puis après ça, avec les années, on s'est quand même bien... on est bien partir de Québec, on est dans le nord de Québec, on est un peu oublié quelque part dans la région de Québec, mais on a développé nos aptitudes logistiques aussi qui font qu'on a peu de misère à avoir qu'un seul pied à terre, parce que j'en ai un petit à Mascouche, mais ça s'est avéré être une meilleure position pour nous autres à travers les années. J'ai cherché à s'étendre de façon, dans les meilleurs partir de Québec, puis couvrir de plus longues distances en avion que de s'étendre un petit peu partout. Non, clairement. Je comprends très bien. Un des points que j'aimerais ouvrir avec toi, Geneviève, c'est concernant un petit peu ton rôle. Tu es arrivé en 2004, on l'a mentionné, tu as fait plusieurs rôles dans l'organisation. À quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est quoi le rôle? Ça ressemble à quoi le travail d'une présidente? Parce que, soyons honnêtes, c'est un rôle qui peut être que tu peux mouler un petit peu à ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire, il y a certains dirigeants d'organisation, ils sont excellents en développement d'affaires. Eux, on va les faire rencontrer le maximum de gens possible. Il y a d'autres dirigeants d'organisation qui sont excessivement bons pour développer des nouveaux produits. Donc, ils vont davantage rester avec les équipes pour concevoir des nouveaux produits ou des nouvelles lignes de service. Geneviève Tardy, elle, quel est son rôle? À quoi ressemble un petit peu son travail chez SM Tardy? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce après ça, tu sais, de par la croissance qu'on vit, veut pas, ça force certains changements organisationnels aussi, puis tout ça, puis possiblement comment j'opérais là 4 ans. Si tu veux suivre les besoins de l'organisation, bien, un moment donné, ça devient, ça force les dirigeants aussi à être différents, à s'ajuster. Fait que, dans les dernières années, entre autres, on a intégré un exécutif. Là, fait que, pour moi, d'avoir travaillé, ça, j'étais Geneviève avec des directeurs talentueux, mais j'avais plusieurs, j'avais
14, 15 directeurs sous ma gouverne. Fait que, si tu veux, comme je dis, pour suivre le besoin de l'entreprise, on a dû s'adapter aussi. Fait que ça m'a forcé, moi, personnellement, comme individu, puis comme présidente, à me questionner sur mon rôle aussi. Fait que je me suis je me suis pas fait violence, là, c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop fort, mais après ça, renvoyé de certains rôles? je me suis mis au balotage quand même. Là, oui, je me suis mis au balotage. Après ça, outre mon équipe de direction qui est talentueuse, j'ai travaillé avec un conseiller stratégique pour essayer pour me positionner personnellement, puis positionner aussi ma structure organisationnelle pour attaquer le prochain step. Tu l'as dit, autour de 120 millions, puis on est quand même en croissance dans nos prochaines prévisions. Fait que on a fait ça comme ça. Puis après ça, il y a le fait que il sort des centaines de livres de gestion annuellement. Ouais. Le fait est qu'il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de président typique, il n'y a pas de présidente typique, il n'y a rien de tout ça qui existe de vrai. Fait que je reviens dans cet univers puis nos entreprises sont en transformation, nos marchés sont en transformation. Ça force les individus à l'être aussi. Il faut quand même s'attacher à qui on est, à notre nature profonde, à notre culture, nos valeurs. Fait que je me vois beaucoup comme, je suis une fille de relations. Je suis pas une fille de relations d'éclat, mais j'aime bâtir des relations durables. J'aime qu'on bâtisse tout le monde dans mon équipe ensemble, des projets qui sont funky aussi. Fait que je reviens à mon assise sur le rayonnement de l'entreprise. Je pense que ça fait partie de mon rôle, tout ce qui est développement de relations, des partenariats avec mes employés, avec être la gardienne de tout ce qui est culture, raison d'être, valeur. Fait que, tu sais, je me suis dirigée vers ça à travers le temps, lentement mais sûrement, à travers aussi une équipe qui est performante, comme je te dis, côté gestion. Je garde en tête d'avoir du plaisir. Je garde en tête qu'on fait des choses importantes. Puis après ça, il y a d'autres choses. Il y a des fins de semaine, il y a tout ça. L'équilibre est important pour moi. Puis comme je dis, en me mettant au balotage, ça m'a permis quand même de travailler certains aspects de ma gestion et autres. Comment on fait avec d'identifier des écarts, des éléments sur lesquels je devais travailler, des éléments qui étaient forts. Puis je te dirais, ce qui était plus game changer pour moi dans la dernière année, à travers mon contexte de transformation dans lequel j'ai pas toujours eu des assises fortes, c'est de se dire qu'il n'y en a pas de président, il n'y a pas de direction typique, il n'y a pas de dirigeant typique, pas de recette parfaite. Fait que du moment où on donne le meilleur de soi-même, puis on continue d'avancer, puis qu'on continue de croître individuellement, je pense que ça le fait. À quel point il y a une pression supplémentaire qui se met sur tes épaules quand tu le sais que c'est l'organisation de ton père que tu reprends? J'ai le goût de te dire aucune. Il y a une grande fierté de moi, de ma famille, mon père aussi. On partage des choses. Il est content d'où on est rendu. Il est très fier. Là, puis après ça, on fait une réunion annuelle. Mon père va être au party de Noël, toutes ces affaires-là. Puis je sens sa fierté. Il trippe. Oui, il trippe. Puis il adore ça. Puis comme je te dis, c'est la prochaine étape. On a 45 ans de fête. On attaque le prochain 45. Pour moi, tu vas toutes les faire comme présidente. Fait que je travaille à ce qu'on ait une belle continuité, qu'on soit solide, qu'on crée de la valeur pour pouvoir continuer à offrir ce contexte favorable-là pour le futur. Fait que j'en ai pas tant de pression, je trouve. C'est peut-être un petit peu licorne de moi-même parce que ça fait partie de ma personnalité, mais... c'est une bonne nouvelle. Après ça, il y en a... Parce qu'il y en a des dirigeants, Geneviève, qui, quand ils reprennent l'entreprise familiale, la pression qui se met sur les épaules pour ne pas décevoir le paternel ou la maternelle, c'est assez important. Toi, ça a l'air de pas trop être le cas ici. C'est pas le cas. Puis après ça, l'adversité, elle vient de l'extérieur. Ça vient des marchés, ça vient de la compétition, ça vient de tout ça. Faut pas qu'entre nous autres, puis à l'intérieur, on se déchire notre chemise. Fait que pour moi, il faut que ça soit favorable. J'aimerais ouvrir une autre discussion sur le volet de l'accompagnement que tu as eu. J'ai trouvé ça intéressant. Tu es suivi ou tu as été suivi dans le passé par un conseiller stratégique que tu disais. Est-ce que on pourrait considérer ça comme un coach ou c'est quelqu'un qui vient ponctuellement analyser un peu où est l'entreprise? Après ça, il y a plusieurs... ça a été ponctuel, plus ou moins, à travers autant l'accompagnement de l'équipe de direction que mon accompagnement personnel. Après ça, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, j'ai un autre coach pour d'autres éléments. Fait que pour moi, c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est important aussi d'avoir un regard extérieur sur sa propre gestion, son entreprise. Puis des fois, un peu briser l'isolement de tout ça. Là, fait que je veux pas, si j'ai des enjeux que je peux vivre ou que je peux vouloir adresser, c'est pas avec mon équipe de direction que je vais les partager, c'est pas avec ma famille que je vais les partager pour plein de raisons, pas parce que j'ai pas confiance en eux autres, parce que je pense qu'à un moment donné,
c'est ça. Fait qu'il y a quand même un certain isolement. Puis pour moi, le désir de grandir, puis d'être meilleur à faire ce qu'on fait, il est important, puis il est clé de succès aussi. Fait que, c'est une façon pour moi d'apprendre, c'est une façon pour moi d'évoluer, puis de faire évoluer aussi les gens autour de moi. Fait que c'est super important dans cette zone-là d'aller chercher d'autres connaissances, puis des gens qui ont un regard carrément extérieur, puis qui ont des compétences qui sont différentes des miennes, puis qui, ça me fait triper. Puis peut-être avec du recul, Geneviève, est-ce que tout ce qui est coaching, ce qui est accompagnement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, est-ce que c'est un indispensable pour n'importe quel chef d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes beaucoup? À mon sens, oui, c'est un incontournable pour plein de raisons. Pour des raisons de partage, pour des raisons, comme je te dis, d'apprendre, de se dégager. Des fois, moi, je dis souvent, des fois, on est dans notre forêt puis on embrasse nos arbres là, quasiment. Là, fait que pour avoir du recul nécessaire, des nouvelles connaissances. Puis après ça, tu as autant du coaching sur le volet très, très, très business ou puis l'autre coaching qui est beaucoup sur l'être, apprendre à découvrir qui on est, notre raison d'être. Il y a des éléments qui nous appartiennent aussi, qui sont un peu plus internes, là, qu'un meilleur individu fait un meilleur gestionnaire nécessairement. Fait que moi personnellement, je suis convaincu que c'est une clé de succès aussi. Là. Et bon, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui attend l'organisation dans les 12-24 prochains mois? Oui, là, on est en planning stratégique. En plus, la question est de contexte. On a livré une usine, nous, à construction modulaire. On a bâti 32 000 pieds carrés, quasiment, en tout cas, au sortir de la pandémie, plus ou moins. Fait qu'on est dans la levée de ça. Là. Fait qu'il y a toute l'adaptation de la méthode de production aussi, tout ça, monter l'équipe. Fait que c'est un défi qui est beau, mais qui est complexe aussi. Après ça, je dirais qu'un autre, dans nos prochaines années, tout ce qui va protéger, toute dégager de la capacité pour innover. Fait comment on innove, comment on le fait. On va parler beaucoup de stratégie numérique à travers les entreprises, à travers les prochaines années. On n'est pas en retard, on n'est pas en avant non plus. Fait que l'idée, c'est vraiment de se doter d'une stratégie au niveau de notre transformation numérique dans les prochaines années. Puis après ça, continuer de développer nos secteurs d'activité. On a 7 lignes d'affaires, je te l'ai dit. On essaie, on est intelligent, on essaie de ne pas être opportuniste partout en même temps. Fait qu'on est dans le modulaire actuellement qui a beaucoup le vent dans les voiles. Transition énergétique toujours qui est sous notre gouverne puis notre radar là, côté nouvelles énergies. Puis sinon, on a aussi, dans mon volet manufacturier avec Tardimétal, on fabrique beaucoup pour Hydro-Québec. Hydro-Québec ont des plans, entre autres, ils ont des besoins qui vont être énormes dans les prochaines années. Fait qu'on est en train de réfléchir à un projet d'investissement pour augmenter notre capacité un petit peu puis être capable de répondre à la demande puis de supporter aussi cette entreprise-là d'ici dans ses besoins. J'aimerais parler un peu avec toi d'un volet un petit peu plus personnel. On parlait plus tôt quand on discutait du volet coaching. Il peut y avoir des milliers de livres de gestion. Est-ce qu'il y a certaines lectures que tu as faites qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y en a un de ces milliers de livres-là que tu as lu que tu aimerais recommander à notre audience? J'ai réfléchi à ta question. J'ai beaucoup aimé Traction parce que je pense que c'est un livre qui donne une recette, entre autres, parce que souvent, on tombe dans des concepts de gestion, puis là, on s'abreuve de plein de concepts, puis après ça, tu arrives tu as fermé ton livre, tu arrives dans ton entreprise, puis c'est comme, comment je le fais? Fait que j'ai beaucoup aimé celui-là. Après ça, je suis une fille qui en consomme un petit bout. Des fois, j'en commence un, puis là, j'ai un autre défi, je suis interpellée par d'autres choses, fait que mon chum est bien de moi parce que j'en ai pile. Puis, tu sais, ils sont tous un peu entamés. Puis, actuellement, je suis en train de lire Small Giants, qui est une entreprise qui, là, on n'est peut-être pas dans l'hypercroissance, mais on est dans le genre ici, tu sais, des fois, on refusait des opportunités pour être des entreprises puis grandir de l'intérieur. Fait que pas nécessairement que ça soit toujours la question tu sais, d'être plus grand, plus large, dans plus de régions. Mais si la croissance, ça se vivait autrement dans l'entreprise, fait que ça m'interpellait, fait que je suis là-dedans actuellement. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Moyen, j'aime ça courir, mais je cours avec ma playlist de courses qui est un peu que je recommanderais pour moi. Elle a beaucoup de choses étranges, trop vintage pour mes enfants, mais parfaite pour me donner un bon rythme quand on fait du sport, rien de mieux que la musique. Rien de mieux que la musique qu'on apprécie. Ta routine, avant, pendant et après le travail? J'ai 3 enfants, 4, avec le fils à mon chum, fait qu'on est une famille dynamique. Je garde le cap. Routine, je ne prends pas ça routine. Je garde le cap sur l'activité physique parce que c'est une source importante pour moi de satisfaction puis de calme.
d'apaiser certaines, des fois, agitations intérieures. Après ça, on a un gym au bureau, là, tu sais, fait qu'on on a des cours. Fait que je suis très rigoureuse dans mon gym. Après ça, j'ai une adjointe en or, Sabine, qui est ma gardienne de mon horaire. Je te l'ai dit, je suis un enthousiaste. Fait que, tu sais, des fois, je me jamme ça, puis tout ça. Fait que sur les pré-meetings, post-mortem, des journées, pas des no-meeting zones, tout ça, je mets une attention. J'ai un horaire chargé, mais que je choisis et non que je subis, grâce entre autres, à ces moyens-là. Puis, je puise mon équilibre. Je fais attention à mon énergie, mais tu sais, je puise mon équilibre après ça, je l'ai dit, tu sais, j'ai fini l'uni, j'ai eu des enfants, j'ai pas tout le temps travaillé temps plein. Fait Ouais. que je puise beaucoup mon équilibre, mon énergie dans mon équilibre entre la famille, les enfants. C'est souvent, ma gang, ce qu'on fait, c'est vraiment important. C'est beau, on construit des affaires super funky. Après ça, on fait pas des chirurgies cardiaques non plus. Fait que tu as le droit de pas faire 60 heures semaine. Tu as le droit de faire des semaines Ouais. normales, de pas rêver à la job la fin de semaine. Fait que je reste attentive sur ces niveaux-là. Puis C'est ça ressemble important. à ça. Ouais. Ouais. Si on va en savoir un peu plus sur vous, meilleur endroit pour vous rejoindre? J'ai goûté sur ma LinkedIn, mais je suis pas très réseaux sociaux. Fait que, puis sinon, ça, à travers notre site Internet, il y a toutes les coordonnées pour nous joindre. Puis on n'est pas avare de commentaires. On aime partager nos expériences. Moi et mon équipe, fait que ça va nous faire plaisir. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une très belle histoire, celle de SM Tardy. J'espère que les gens qui ne connaissaient pas votre entreprise vont avoir aimé tout ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.